Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le tout premier MM Talk qui marque le renouveau de la Maison du Management nouvelle génération. Alors, je le rappelle, hein, la Maison du Management, c'est un écosystème apprenant autour des pratiques des managements. On tient au S parce qu'on croit à la pluralité en fait des managements au sein de la maison. Alors pour info, des nouveautés seront très prochainement dévoilées sur la maison, cette maison nouvelle génération. En attendant, concernant ce MM Talk, c'est donc un rendez-vous mensuel qui a pour vocation d'explorer donc les fameuses pratiques de management, de aussi nous questionner collectivement sur ces pratiques et puis de mettre en lumière des retours d'expérience comme ceux aujourd'hui de la Banque Postale. Alors pour ce premier round, on a choisi un thème plutôt costaud, c'est celui de l'autorité. Alors l'autorité repose sur deux choses, la confiance et la compétence. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est William Shakespeare au XVIIe siècle. Et en fait, je trouvais ça intéressant de le mentionner puisque finalement ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations, puisqu'on demande à la fois aux managers de concilier une autorité dite légitime avec des approches collaboratives, participatives, inclusives. En effet, l'autorité, ce n'est pas simplement l'usage du pouvoir par la force ou par la contrainte, ça serait trop simple. C'est un peu plus subtil que ça. C'est une capacité à guider, influencer, mais aussi à inspirer les équipes vers des objectifs communs. Et encore une fois, je trouve que ça fait aussi écho à une philosophe, donc Hannah Arendt du XXe, qui disait dans La crise de la culture, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une disserte de philosophie, mais je trouvais ça intéressant de vous rappeler quand même cette citation parce que c'est assez, ça donne le cadre. L'autorité exclut l'usage des moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. Alors voilà, partant de ce postulat, le but en fait, durant cet échange, le but c'est quelque part de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur l'autorité en nous interrogeant sur d'abord les fondements de l'autorité managériale dans les organisations d'aujourd'hui et peut-être d'avant aussi. On va aussi interroger sur finalement comment l'autorité, ça peut être un levier puissant au service du management collaboratif. Et puis, on va mettre en lumière donc des outils, des pratiques, mais aussi des postures de cette autorité. Et puis, dans l'optique, évidemment toujours, dans l'optique de la performance, de l'autonomie, mais aussi de la collaboration. C'est important de le rappeler quand même. Donc, c'est un gros programme, je ne vous le cache pas. Et donc, pour guider nos réflexions, j'ai le grand plaisir d'accueillir donc, 3 personnes alors en duplex et avec nous. Je vais commencer avec toi, Stéphane, Stéphane Moriou. Je ne te présente plus, je ne sais pas, mais donc tu es l'auteur du best-seller Feedback, le pouvoir des conversations. Tu es aussi conférencier sur la même thématique et aussi sur la révolution des autorités. Tu vas évidemment nous en dire plus un peu plus tard. Est-ce que tu vas bien déjà? Très bien, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Bon, super. Alors maintenant, côté retour d'expérience entreprise, j'ai avec moi donc de la Banque Postale et plus spécifiquement de la direction de la relation et de l'expérience client, Isabelle Legendre. Bonjour, Bonjour, j'espère que tu vas bien. enchantée, très bien. Alors, tu es responsable innovation managériale et tu as notamment travaillé tu travailles toujours sur le programme 1000 Managers, qui est Tout à un fait. gros dispositif de transformation de la fonction. Donc, ça va être super intéressant de discuter de l'autorité slash de l'assertivité. On y reviendra plus tard. Et à tes côtés, tu travailles aussi avec Cédric Villebesset, qui est donc cette fois-ci en duplex, donc je rebascule. Donc, tu es manager de projet sur ce programme. Donc, je suis ravie aussi que tu sois avec nous. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Bon, alors, donc juste quelques mots côté format avant de passer au cœur du sujet. Donc, je suis Laure Girardot, je suis journaliste et je suis aussi responsable éditoriale à la Maison du Management. Donc cet échange, il va durer 45 minutes. Il y aura un regard croisé de 30-35 minutes avec nos 3 intervenants. Et ensuite, on prendra les questions. Donc n'hésitez pas à les poser et on prendra le maximum de questions à la fin. Alors, on démarre avec toi, Stéphane. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc là, je voulais savoir, l'autorité, finalement, pourquoi elle est tant mal aimée à la fois dans notre société, enfin, il me semble, dans la société, mais aussi dans les organisations, quand on parle notamment de management. Est-ce que tu peux nous aider à déconstruire quelque part l'ambivalence qu'il y a autour de ce terme?
Oui, comme souvent en management, les mots recouvrent des réalités très différentes et le mot autorité n'y échappe pas. Il y a effectivement une ambivalence dans ce mot-là. Alors, d'un côté, il y a une forme d'autorité presque noble, et on le voit dans des définitions de Shakespeare ou de Hannah Arendt, qui méritent bien évidemment sur le sujet d'être citées. Mm. Et cette autorité noble, elle se retrouve dans l'étymologie du mot. Autorité, ça vient de auctoritas, et ce mot auctoritas, il vient d'un verbe aogeo ou aogeo. Et ce verbe, il signifie faire naître, augmenter, faire grandir. Et donc, on voit d'ores et déjà que dans autorité à la base, au sens profond du terme, l'idée de départ, c'est faire naître quelque chose chez quelqu'un, l'augmenter, donc révéler ses talents, libérer ses potentiels, le faire grandir. Et bien évidemment, dans cette définition de l'autorité, il y a cette notion de réciprocité, c'est-à-dire que bien évidemment, cette augmentation, ce côté naissant, il est à la fois pour celui qui subit cette autorité, mais il est aussi pour celui qui est détenteur de cette autorité, parce que lui aussi va faire naître, ou lui, elle aussi va faire naître quelque chose et va aussi grandir. Voilà, donc ça c'est la définition noble du mot autorité. Et puis au fil du temps, et en particulier à partir du XVIIIe siècle, et puis ça va exploser à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ce mot autorité va être largement contesté parce que souvent, on l'assimile à autoritarisme. Hein, et donc, on ne voit que l'idée du pouvoir sûr, du pouvoir coercitif. Hein, et Hannah Arendt, avec laquelle je ne suis pas nécessairement toujours d'accord sur ce qu'elle a écrit à l'époque, parce qu'elle pense que l'autorité a complètement disparu et que c'est une notion qui va s'évanouir dans la civilisation. Alors, je crois que l'autorité restera là pour quelque temps encore, on en a besoin. Mais on voit bien que dans son intervention, elle pose ce sujet de cette distinction entre une autorité noble et puis l'autoritarisme. Dans son fameux livre sur la crise de la culture, elle va parler d'autoritarisme, de tyrannisme et de totalitarisme. Voilà. Et là, bien évidemment, on sent la dérive de l'autorité. Alors moi, ma conviction de fond, et celle que j'expose dans le livre que tu as gentiment cité, c'est que l'autorité n'est pas un gros mot, pour reprendre la question de ce séminaire. L'autorité n'est pas un gros mot. La dérive, ou quand l'autorité déraille, oui, bien évidemment, là, il y a quelque chose à condamner. Mais je reste convaincu que nous avons besoin, dans nos rapports humains, d'autorité. Le principe se retrouve, bien évidemment, partout dans la nature. Alors, sans rentrer dans le débat de Hobbes ou de Rousseau, de savoir est-ce que l'homme est naturellement bon ou naturellement mauvais, etc., qui pose d'autres questions, bien évidemment. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il y a des rapports d'autorité dans la nature et il est fort de constater que dans les organisations, bien évidemment, cette autorité existe aussi. Alors, elle a été mise à mal quand on a, dans les années 80-90, commencé à vouloir aplatir les pyramides. Parce que quand on pense à autorité, naturellement, on pense à structure pyramidale. Il y a des gens tout en haut puis, qui détiennent un grand pouvoir, un certain nombre de grandes responsabilités. Il y a des gens à des niveaux intermédiaires qui détiennent un petit peu moins de pouvoir, un petit peu moins de responsabilité, mais quand même. Et puis petit à petit, on descend ça. Et puis dans les années 80-90, quand on commence à parler d'empowerment, de responsabilisation, d'équipe autonome, et puis un peu plus tard d'entreprise libérée, eh bien, on va écraser ces pyramides. Alors, dans la majorité des organisations, on garde quand même deux ou trois petits niveaux hiérarchiques quand même. Donc, il y a quand même encore des formes d'autorité. Puis dans d'autres formes plus extrêmes, l'holacratie, on va essayer de réduire complètement cette notion de pyramide. Et ce faisant, en écrasant les pyramides, en réalité, on dilue la notion d'autorité. Du coup, Et je à chaque rebondis. fois Ah, pardon. qu'on a voulu remettre des structures pyramidales plus claires, plus courtes, en disant vous êtes responsable aux différents niveaux, eh bien cette notion de responsabilité, d'autorité a été un petit peu diluée. Et c'est pas un hasard aujourd'hui si on se pose la question de l'autorité dans les organisations. Je terminerai juste en rappelant que cette crise de l'autorité, comme dirait Hannah Arendt, elle n'est pas juste dans les organisations, elle se retrouve dans tous les pans de la société, elle se retrouve dans les religions, elle se retrouve au niveau des gouvernements, elle se retrouve dans l'éducation, elle se retrouve aussi dans les familles. Bref, il y a un vrai sujet de société.
Oui, excuse-moi, parce que du coup, je voulais rebondir parce que dans ton ouvrage, tu émets l'idée d'une révolution des autorités. Donc, on serait passé d'une autorité de soumission à celle d'engagement. Et finalement, en filigrane, c'est un peu ce que tu as expliqué. Est-ce que on peut juste revenir là-dessus et donc faire quelque part un petit retour sociologique Ouais. slash historique pour comprendre ce qui s'est passé et comment finalement ça s'inscrit dans le champ managérial aujourd'hui? Alors, pour comprendre en fait ce qui s'est passé, il faut retracer l'histoire de l'autorité sur 300 000 ans. Alors, 300 000 ans, c'est l'apparition d'Homo sapiens, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire juste en quelques petites minutes, tout simplement parce que en 300 000 ans d'existence, Homo sapiens n'aura inventé que deux grandes formes d'autorité. On pourrait dire, si on l'applique à l'entreprise, deux grandes formes de management. La première forme d'autorité existe depuis 300 000 ans. Nos rapports humains sont fondés sur ça. Et l'autre forme d'autorité, la deuxième qu'on a inventée, a une jeunesse insolente puisqu'elle existe à peu près, grosso modo, depuis 70-80 ans. 300 000 d'un côté, 70-80 de l'autre. Je vous laisse imaginer que la lutte dans les organisations n'est pas complètement égale. Alors, la forme d'autorité qui existe depuis 300 000 ans, c'est l'autorité par soumission. Depuis 300 000 ans, les rapports humains se font prioritairement dans des rapports de soumission. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe que ça, mais c'est la forme d'autorité majoritaire. Alors ce rapport de soumission, il faut le comprendre. Au début, c'est bien évidemment, il y a 300 000 ans, un rapport physique de soumission, mais aujourd'hui, on est davantage dans un rapport symbolique. Hein, c'est la parabole que j'utilise pour démontrer ça, c'est celle du diplomate et de son garde du corps. Il y a 300 000 ans, le chef serait le garde du corps. Il n'y aurait pas d'ambiguïté sur le sujet. Mais aujourd'hui, quand on sort de l'état de nature et qu'on passe à l'état de culture, eh bien, c'est le diplomate qui devient chef. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais ça permet de comprendre aussi la subtilité du mécanisme de la soumission, parce que souvent, on assimile l'autorité par soumission à juste un contrat de domination, hein, un rapport de dominé-dominant, et donc un contrat de peur. Tu as peur de moi, physiquement ou symboliquement, et donc j'ai une autorité sur toi. Alors bien évidemment, là, je rejoins complètement Hannah Arendt, cette forme de domination-là, cette forme d'autorité-là, elle existe, hein, elle est dans la nature, bien évidemment, mais fort heureusement, on l'a fait évoluer. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'autorité par soumission, c'est qu'en fait, elle ne repose pas uniquement sur la peur, mais elle repose aussi sur l'admiration. Une autorité par soumission, elle fait à la fois peur et en même temps on l'admire. Alors je ne citerai pas de nom pour ne vexer personne qui serait susceptible de nous écouter ou de visionner ensuite cette interview, mais pensez à quelques grands dirigeants de grandes entreprises internationales et vous verrez que très très souvent, il ou elle, parce qu'il y a aussi des femmes dans le lot, manage par soumission, mais il suscite ou elle suscite de la peur, mais en même temps une grande forme d'admiration. L'autorité par soumission, ça fonctionne avec les deux. Alors ça va fonctionner pendant 300 000 ans, et le message qu'il faut retenir là, c'est que si ça fonctionne pendant 300 000 ans, Darwin nous dit, c'est que ça marche. Parce que si l'autorité par soumission ne fonctionnait pas, bien évidemment, elle aurait été éliminée par l'évolution de l'espèce. Or, elle est toujours présente, on la voit dans tous les pans de la société, et bien évidemment, si vous regardez à l'échelle géopolitique, vous verrez les pays qui sont managés par soumission extrême, par totalitarisme, par tyrannisme, et ça fonctionne d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça n'empêche pas le pouvoir d'exister. Euh, Fort heureusement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va faire exploser une nouvelle forme d'autorité. Elle s'appelle l'autorité par engagement. Et mon hypothèse de travail, c'est que comme on a subi 300 000 ans d'une forme d'autorité un peu excessive, et ben quand on en invente une nouvelle, on ne fait pas dans la dentelle, on fait un virage à 180 degrés et on crée quelque chose de totalement opposé. Et cette autorité par engagement, elle ne repose bien évidemment pas sur la peur ou l'admiration, elle fonctionne sur la confiance et l'authenticité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les organisations? Je suis sûr que si vous nous écoutez, vous pensez à des figures d'autorité par soumission. Je suis sûr aussi que vous pensez à des figures d'autorité, et probablement les gens qui sont inscrits à ce séminaire sont probablement plus dans l'autorité par engagement que dans l'autorité par soumission. Mais la réalité de tout ça, c'est que quand on est en entreprise, ces deux formes d'autorité se comprennent pas vraiment. Et bien évidemment, les autorités par soumission se retrouvent quand même, d'une manière générale, plus souvent dans les comités de direction. Les autorités par engagement se retrouvent plus dans les nouvelles générations. Et on a là un très joli conflit. Alors, moi, je ne crois pas comme Hannah Arendt, pour le coup, que c'est une crise de l'autorité. Je crois que c'est une révolution. Je crois profondément que ces deux autorités, il ne faut pas les opposer. Je pense qu'il faut les conjuguer. On a besoin d'autorité par soumission
Mais on a aussi besoin de beaucoup plus d'autorité par engagement. Mais ça serait un leurre de croire qu'on peut manager durablement uniquement par soumission, mais c'est aussi un leurre de croire qu'on peut manager durablement par engagement ou uniquement par engagement. Parce que en management, la gentillesse, la bienveillance et l'optimisme ont quand même des limites. Merci beaucoup. Je pense que ça fait écho, Oui. peut-être. Du coup, je me tourne vers la Banque Postale. Je voulais savoir justement, est-ce que vous avez vécu, vous, c'est-à-dire Cédric et Isabelle, cette fameuse révolution des autorités et comment finalement elle se manifeste? Donc, je crois que c'est Cédric qui voulait démarrer. Oui, tout à fait. Alors, même si on ne va pas remonter de la préhistoire pour arriver au XXIe siècle, l'historique de notre branche est très, très fort et très marqué également par l'évolution du métier de manager sur cette notion d'autorité. D'une attitude qui était par le passé couramment dans le command and control, nous avons pour raison d'être, nous, avec le programme de transformation qui est le nôtre, d'accompagner les managers de notre direction vers une posture de manager coach ou manager facilitateur. Mais cette mutation, elle peut avoir un effet balancier, c'est-à-dire qu'en développant fortement le participatif, le collaboratif, l'intelligence collective, ben certains peuvent être tout simplement perdus dans leur rôle de manager dans ce cadre-là justement de l'autorité. Selon nous, la juste appropriation passe par la personnalisation qui permet d'utiliser à bon escient les différents styles managériaux, directifs, persuasifs, participatifs ou encore délégatifs. Voilà, n'est-ce pas Isabelle? Oui, il faut savoir jouer vraiment des styles de management. Alors ça, c'est un basique hein, qu'on apprend. Il y a aussi un autre phénomène, tu en parlais tout à l'heure, Stéphane. Nous, on parle beaucoup de management bienveillant dans notre programme 1000 managers. Et en fait, contrairement à toi, je pense, Stéphane, ce que l'on dit, c'est que ce management, alors il est souvent perçu comme étant un peu gentil, c'est management gentil. Pas du tout. Le management bienveillant, il augmente la performance parce qu'il va baisser le stress. Ça, c'est prouvé. Le professeur Rodet en parle très bien dans notre programme. Et par ailleurs, il inclut l'exigence. Si vous n'aidez pas votre collaborateur à sortir de sa zone de confort et l'emmener vers la zone de flow, hein, comme on dit, qui est juste après. Il ne s'agit pas évidemment de le mettre sous stress, de lui demander de faire des choses dont il est loin pour l'instant en capacité. Eh bien, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas bienveillant. Donc pour nous, la bienveillance, elle inclut vraiment la performance et l'exigence. C'est un moteur pour ça. Et il y a un autre phénomène aussi, on parle beaucoup de qualité de vie au travail dans les organisations, dans les entreprises. Et ce que j'entends souvent, c'est, bon écoute, c'est bien beau, hein, tout ça, c'est bien gentil, mais là, on a besoin de résultats, on est un peu en crise, donc on y va, hein, là, il faut être directif. Mais effectivement, hein, ça, c'est pas, enfin, on va l'expliciter après, c'est pas du ou, pour nous, c'est du et, c'est du dans. En fait, il faut vraiment tout intégrer et c'est ça qu'on essaie de travailler. Alors, on parle beaucoup plus de nous, on parle pas d'autorité dans notre programme, c'est pas un mot qu'on utilise, on parle beaucoup plus d'assertivité et d'exigence, en fait. Alors, du coup, si on peut creuser là-dessus, quel lien vous faites entre l'autorité, l'assertivité, mais aussi l'exigence, et si je comprends bien, la bienveillance aussi. Donc, comment ça, finalement, ça s'organise? Quel est voilà, le tronc lien. commun, le lien Mm. et le sens que vous donnez du coup voilà, au manager chez vous? Je crois. Alors tout d'abord, l'autorité, elle assoit le rôle indispensable du manager pour recadrer les écarts aux règles de vie d'un collectif. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup avec le programme lorsqu'on accompagne des équipes dans la création d'un collectif, cette notion de règle de vie. Ensuite, pour assurer la cohésion d'ensemble, il est nécessaire, Isabelle en parlait, d'être assertif. C'est ce que nous mettons vraiment en avant, c'est-à-dire assumer son rôle de manager, s'affirmer, être sûr de soi, en bref, ne pas s'excuser de tenir ce rôle et cette posture. Et en termes de vocable, effectivement, on utilise davantage l'assertivité plus que l'autorité, car Stéphane en parlait tout à l'heure,
euh, la confusion existe encore avec l'autoritarisme. Et il était pour nous vraiment indispensable de prendre le contre-pied de la posture directive qui était celle que nous avions par le passé auprès de nos managers, qui s'appelaient d'ailleurs chefs d'équipe, pour rééquilibrer vers ce nouveau métier aujourd'hui, qui est un métier de soutien, celui du manager. C'est intéressant. Donc, il y a vraiment un côté culture, en fait, Oui, d'entreprise il faut qui... s'adapter à la culture. Oui, tout à fait. Je vous propose de passer dans le vif du sujet, enfin d'entrer plutôt dans le vif du sujet avec toi, Stéphane. On a défini, on a parlé de concept, on commence à parler de posture. Et moi, je serais très intéressée d'avoir un petit peu des pratiques concrètes qui nourrissent finalement cette autorité. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-unes, peut-être le feedback, voilà. Donc, déjà comme ça. Par hasard. Par hasard. Non, mais du coup, ça serait intéressant d'avoir le lien. Voilà, autorité, feedback, c'est pas forcément, tu vois, quelque chose d'assez naturel dans le lien, quoi. Alors, je voudrais développer deux idées ici qui partent d'un même constat, à savoir que la parole est au cœur de l'autorité. Il faut parler pour affirmer son autorité. Alors, encore plus facile à démontrer si vous utilisez le mot d'assertivité, bien évidemment. Donc, la parole est au cœur de ça. Alors, je voudrais développer deux idées. La première, c'est que, de façon très concrète, je pense qu'il faut distinguer les deux outils principaux d'autorité par soumission et de l'autorité par engagement. Il y a un outil qui est l'outil favori des autorités par soumission, c'est l'ordre, l'injonction, et son corollaire, la sanction, la punition. Et puis il y a un outil favori de l'autorité par engagement, et c'est pour moi en tout cas le feedback. Et la première idée, c'est de se dire ici que en fait ordre et feedback ne s'opposent pas, là aussi se complètent. J'ai bien aimé quand Isabelle, tu parles du et, parce que je pense que c'est des outils qui sont complémentaires. On a besoin d'ordre dans une société. Fort heureusement, vous et moi ce matin, respectons un certain nombre d'ordres implicites qui nous permettent de discuter entre gens à peu près cultivés. Mais si on n'avait pas ces ordres-là, si on n'avait pas ces injonctions-là, ça pourrait être quand même un joyeux bordel. C'est la même chose dans les organisations. Donc on a besoin d'ordre. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Isabelle, parce que en réalité, l'ordre et le feedback ont les avantages et les inconvénients inverses. L'ordre, son gros avantage, c'est que si vous avez d'autorité, il va normalement produire un effet immédiat. Donc, il est particulièrement adapté dans les situations de crise ou quand il y a des problèmes de performance court terme. Mais le gros problème de l'ordre, c'est qu'il crée très rarement des effets durables. Et c'est pour ça que les ordres, au-delà de toutes les implications sur le stress, l'engagement des collaborateurs, etc., et puis son côté un peu désuet aujourd'hui, mais au-delà de ça, l'ordre, il faut souvent le répéter. Et donc, quand on est jeune manager, c'est une chose, mais quand on est un vieux manager et qu'on a passé sa vie à répéter les mêmes trucs, il arrive un moment où on est quand même un peu fatigué. Alors, le feedback par rapport à ça a les avantages et les inconvénients strictement inverses. Le gros problème du feedback, c'est que s'il est par nature libre, alors il ne créera peut-être pas un effet à court terme. Mais son gros avantage au feedback, c'est que si effet il y a, cet effet sera durable le plus souvent parce qu'il viendra librement de la personne. Et donc moi, mon propos, c'est de se dire que il y a quelques rares situations en management où il faut fonctionner avec de l'ordre. D'ailleurs, Cédric, tu disais, tu citais R.C. Blanchard, le délégatif, le directif, le participatif, le persuasif. Il y a bien le directif. Il y a des gens qui se managent aussi majoritairement par ordre, hein, parce qu'il y a des gens qui trouvent une vertu à la soumission. Il y a des gens qui préfèrent le confort de la soumission. Il ne faut quand même pas complètement les oublier. Mais à côté de ça, il y a le feedback qui est une autre logique. Et je suis complètement à l'aise avec ce que vous faites à la Banque Postale. C'est-à-dire, si vous avez un héritage, une culture traditionnelle très directive, très command and control, comme vous l'avez dit, bah, c'est normal que dans votre programme, vous poussiez complètement la chose inverse. Moi, je crois fondamentalement que la clé est dans l'exigence et la bienveillance. Et le feedback par rapport à ça, c'est un outil merveilleux pour être simultanément exigeant et bienveillant, parce que le feedback, il parle de performance, mais il va le traiter en essayant de travailler sur l'estime de soi, la reconnaissance. Et c'est un petit outil pas cher, pas très compliqué dans le fond, mais qui a cette grande capacité d'être à la fois exigeant et bienveillant. Je voudrais juste ici pointer du doigt le fait qu'on peut être exigeant et bienveillant, parce que l'exigence et la bienveillance ne se portent pas sur les mêmes sujets. On est exigeant avec les résultats et bienveillant avec les personnes. On est exigeant avec ce que les gens font et bienveillant avec ce que les gens sont.
La deuxième idée, je vais être un tout petit peu plus court, c'est de penser que quand on pense autorité, on pense beaucoup à management, leadership. Je pense que on a investi à juste titre énormément dans des programmes sur les managers et les leaders, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à accompagner les followers, parce que s'il y a un art du leadership, il y a aussi un art du followership. Et cet art du followership, celui d'être un ou une bonne coéquipier, coéquipière, il n'est pas si naturel que ça. Et je pense qu'on sous-estime l'importance de former les gens dans les parcours d'intégration ou en formation continue à comment on réagit quand on reçoit un ordre, comment on réagit quand on reçoit un feedback, et comment ce dialogue s'inscrit. Si la parole est au cœur de l'autorité, on voit bien que cette autorité, c'est une langue, et si on veut la pratiquer, il faut que les deux parties soient formées. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, donc à la Banque Postale. Comment vous faites, vous, pour alimenter la posture, justement, cette posture d'assertivité? Parce que c'est pas si simple, hein. Ah non, Il le disait, hein, Stéphane, pour trouver la ligne de crête et s'y ça. tenir, c'est vraiment pas simple. Et du coup, je voudrais juste qu'on puisse trouver un moment pour introduire le programme 1000 managers, parce que c'est vraiment à travers ce programme, je pense que vous travaillez là-dessus. Oui, Donc depuis peut-être 7 ans. depuis 7 ans, on va le rappeler évidemment. Donc peut-être une introduction sur le programme et puis les outils que vous utilisez justement pour transformer cette culture managériale. C'est important ce que tu dis, Laure. En fait, on voit que c'est très subtil, cet équilibre à trouver. Nous, on est plutôt dans le « et » et dans le « dans ». Et c'est une ligne de crête, effectivement, et ça se travaille. Et c'est très difficile parce que c'est très lié à la personne, à qui on est, à ce qu'on a vécu soi-même comme style de management, enfin voilà, son âge, parce que l'éducation et effectivement la société ont beaucoup évolué. Donc, c'est des changements qui sont vraiment sur le long terme. Nous, donc, c'est vraiment le programme, donc 1000 managers, il est construit pour favoriser cette évolution en prenant les gens où ils en sont, en fait, et comme ils sont. Voilà, en étant tout à fait bienveillant. Et alors, c'est pas une simple formation qui permet de le faire. On a une très bonne formation. Donc, tous les managers qui entrent dans notre entité, la DREC de la Banque Postale, en fait, suivent le même parcours, quel que soit leur niveau. Ça, c'est important parce que ça permet d'asseoir un socle commun, donc du manager de proximité au comité de direction. Tout le monde a la même formation, mais on voit que ça ne suffit pas. Et on a vraiment une conviction, c'est qu'il faut y revenir de différentes façons. Différents angles, et puis aussi parce qu'il y a certains outils qui vont parler à certaines personnes et d'autres pas du tout. Donc, on essaie d'avoir un panel vraiment de propositions qui permettent de travailler différemment et que ça parle à chacun d'entre nous. Et on a une philosophie très forte dans notre programme. Notre baseline, c'est le programme pour les managers, par les managers. C'est-à-dire qu'en fait, on est une toute petite équipe projet, et c'est les managers eux-mêmes qui déterminent ce dont ils ont besoin et exactement comment. Donc, ils travaillent en format chantier autonome, sont des managers volontaires et qui s'autodéterminent en fonction de discussions qu'ils ont, des difficultés, aussi les bonnes pratiques. On prototype, on expérimente et après on fait un retour d'expérience et on déploie éventuellement ou pas. Et ça a un énorme impact sur l'accessibilité de ce qu'on propose, puisque c'est vraiment ça, voilà, ça leur parle, c'est ce dont ils ont besoin. Ça amène de l'engagement, de la fierté, donc de l'efficacité. Et ça, voilà, c'est important. Par ailleurs, donc par exemple, dans les chantiers, j'ai pensé à l'un qui est aussi un beau sujet connecté, mais il faudrait peut-être d'autres séances, Laure. Je note. On avait un chantier sur l'équipe autonome. Alors, on a beaucoup discuté sur l'autorité. Alors, on ne disait pas forcément ce mot-là, mais ça a été un gros sujet autour de ça. Et on a donc trouvé tout un processus pour développer l'autonomie des équipes. On a aussi, en plus, créé, on a d'autres choses. Par exemple, on a les capsules management, qui sont des temps, en fait, de développement personnel entre pairs, traités d'une façon assez ludique, parce que ça aussi, c'est une autre marque de fabrique. Et on traite des sujets, par exemple, je trouve aussi connectés, tu en as parlé tout à l'heure, l'estime de soi, la peur,
la vérité, la bienveillance. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des codev, on propose des codev entre pairs qu'on anime. Et c'est un sujet qui vient souvent, c'est des problématiques qui sont souvent posées. On a même des coachs internes. Et d'ailleurs, Cédric est coach interne dans notre direction. Et Cédric, je crois que c'est aussi un sujet de coaching souvent abordé. Trouver Oui, la bonne oui, posture. Isabelle, c'est très juste en effet. La posture du manager, qu'elle soit vis-à-vis de ses collaborateurs ou au sein de son collectif managérial, est vraiment un classique parmi les sujets travaillés en coaching. Et lors du coach, justement, ça va être d'aider le manager à découvrir les solutions qu'il a en lui, donc s'adapter de façon personnalisée, ce que tu disais à l'instant, Isabelle, à son vécu, son Mm. expérience et ses leviers de motivation. Pour aller plus loin, au sein du programme, nous actionnons également d'autres leviers que sont le feedback. Stéphane en a Ah oui, parlé. C'est pour nous un beaucoup, beaucoup. puissant outil d'assertivité, justement. Donc, on le déploie d'ailleurs, et on l'a déployé encore très récemment pour apporter cette communication au manager et des clés de méthode pour pouvoir bien utiliser le feedback. On parle également de conversation continue. Alors, la conversation continue, c'est quoi? C'est le lien de confiance. Stéphane en parlait tout à l'heure, la confiance comme socle de l'autorité par engagement. Donc, ce lien de confiance permanent entre un manager et son manager au travers des rituels managériaux. On va également utiliser l'outil de communication non violente avec des outils comme le desk, par exemple. Et encore récemment, nous avons Mm. travaillé justement un atelier dédié sur l'assertivité avec une mise en situation pour que tous nos managers puissent vraiment s'essayer, mesurer également par le biais d'un test quel est leur niveau d'assertivité et leur capacité d'assertivité. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Applaudissements de Stéphane en plus. Donc, je regarde le temps parce que le temps file et je voudrais pouvoir poser cette dernière question conclusive avant de prendre vos questions. Donc, je vous la pose à tous les trois. Je voulais savoir un petit peu, d'après vous, pourquoi c'est si important de s'intéresser à l'autorité. On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais quand même qu'on s'intéresse peut-être aux attentes des nouvelles générations, peut-être, à l'arrivée quelque part de l'individualisation des méthodes de travail, peut-être le modèle hybride qui voilà, sous-tend ce besoin. Voilà, donc je ne sais pas si il y a quelques éléments qui permettent de dire qu'aujourd'hui, ben, c'est intéressant de s'intéresser, voilà, de se pencher sur ce sujet-là d'un point de vue organisationnel, managérial, culturel aussi. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y, je vous en prie. Isabelle, tu veux commencer? En fait, c'est vraiment le moment. C'est des questions on n'avait pas avant, hein. Donc ça arrive là. Alors pourquoi ça arrive là? Parce qu'il y a cet effet de balancier dont on a parlé, je ne vais pas y revenir, sur la bataille de l'engagement qu'il faut réussir et il faut trouver ce point d'équilibre. Voilà, ça, on en a assez parlé. Il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés. Nous, ça a été le Covid. Il n'y avait pas de télétravail avant dans notre branche, dans notre direction. Et en fait, c'était assez simple de, quelque part, l'autorité à gérer l'égalité. C'est pas le plus compliqué. Tout le monde doit être là tous les jours, à telle heure, etc. Quand on est arrivé le Covid, il y a eu un vrai flou, un flottement entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Est arrivée la notion d'équité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte la personne aussi dans sa situation familiale et de santé, qu'on a réussi à très bien faire. On a vraiment fait des choses extraordinaires. On a réussi à développer le télétravail très vite pour nos clients déjà et pour nos collaborateurs, bien sûr. Donc, ça floute complètement les repères. Et du coup, l'autorité, je dirais, un peu basique, de dire il faut, par ordre, ça devient compliqué. Et pour autant, gérer l'équité, c'est très compliqué. Chez nous, on a beaucoup de plateaux, flex office, etc. Et là, tout ce qui se passe est visible par tous. Donc, un manager il est regardé dans toutes ses décisions. Et c'est ça qui est difficile parce que si l'égalité, c'est facile à regarder, à mesurer les écarts. L'équité, c'est très compliqué.
compliqué. On peut pas tout dire à tout le monde. Et du coup, c'est vraiment difficile pour les managers parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, même si ils l'ont et c'est ce qu'on promeut, mais il suffit que s'ils fassent une erreur, qu'ils fassent un feedback voilà, à leur équipe en assumant, en étant assertif sur ce point. Mais c'est vrai qu'il faut particulièrement travailler les règles de vie. Comme le disait Cédric, nous, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est particulièrement aigu, en fait, ce type d'organisation du travail. Tu parlais de nouvelle génération, ce qui pousse aussi, en fait, à reconsidérer l'autorité et à plutôt être dans l'autorité par engagement, pour reprendre tes termes, Stéphane, tout en assumant le rôle indispensable du manager sur donner le sens, le cap, la vision, faire respecter les règles de l'équipe qui ont été co-construites, qui sont collaboratives, parce que, évidemment, ça pousse à l'engagement. S'il ne fait pas ça, il n'est pas au service de son équipe. Et c'est nous ce qu'on veut, enfin ce qu'on met en avant. Donc, il doit garder ce rôle de recadrage, je dirais pour le bien commun, hein, sans citer Rousseau. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les générations, le taux d'éducation, de culture, est quand même beaucoup plus fort qu'avant la Deuxième Guerre mondiale ou même au sortir de la guerre mondiale. Les nouvelles générations n'acceptent plus les ordres qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de cohérence, et avec un manager qui n'est pas à la hauteur de sa compétence de management. Et ça, c'est vraiment parlant et c'est à prendre en compte. Donc, ça pousse vraiment l'exigence de développer ses compétences managériales. Donc, voilà pourquoi ça semble que c'est particulièrement important. Alors, je ne sais pas si Cédric, tu veux ajouter quelque chose ou je passe la main à Stéphane. Juste très rapidement, effectivement, j'ancre cette notion de sens. Et Stéphane, je crois, en parle dans son ouvrage, l'équilibre à trouver entre la soumission et l'engagement est un équilibre qui n'est pas un point d'équilibre justement, mais qui est mouvant en fonction des situations. Donc moi, je retiendrai cette notion de personnaliser en fonction de la personne, du contexte, de ses collaborateurs, etc. Et évidemment, la question de sens, quand on donne le sens, on peut être dans l'autorité par soumission, tout le monde sait pourquoi. Stéphane, tu as le mot de la fin avant de prendre la question. Non, je te le laisserai, mais je voudrais faire une remarque à deux niveaux. Un niveau un peu plus théorique et puis juste après quelque chose de très pratique. Sur le plan théorique, pour comprendre une société, il faut comprendre comment s'établissent les rapports d'autorité. On ne peut pas comprendre une société sans ça. Donc, pourquoi s'intéresser à ce sujet-là? Parce que c'est au cœur du fonctionnement même d'une société. On ne peut pas faire l'abstraction de cette chose-là. Et surtout, si on est dans cette phase de crise ou de révolution, c'est-à-dire que on est dans une période charnière. Le point essentiel ici, qu'on n'a pas forcément abordé jusqu'à présent, c'est l'idée que tout ça est très fragile en réalité et que les retours au bon vieux management par soumission, et non pas là seulement à l'autorité, mais à l'autoritarisme, c'est la voie de la facilité. On le voit sur le plan géopolitique avec, par exemple, la montée des populismes, la régression de la démocratie dans un certain nombre de pays, et ces mouvements-là peuvent arriver dans les entreprises. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit au travers de parcours comme 1000 managers, tout ça, c'est bien évidemment merveilleux, mais si on n'est pas très attentif, ça peut demain voler en éclats beaucoup plus vite qu'on ne croit parce que l'autorité par soumission, c'est la solution de facilité. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand tu es un manager par soumission, tu ne t'adaptes pas aux autres, c'est les autres qui doivent s'adapter à toi. Alors que quand tu es un manager par engagement, et Cédric et Isabelle l'ont très bien évoqué, c'est toi qui fais l'effort de t'adapter à tous les gens qui composent ton équipe. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a un niveau d'exigence beaucoup plus fort sur le management par engagement que sur le management par soumission. Mais gardons à l'idée que tout ça est très fragile. La deuxième idée plus pratique que je voulais partager, c'est une forme de feedback pour ce que j'ai entendu sur ce que vous faites à la Banque Postale.
Pourquoi s'intéresser au sujet? Parce que tout simplement, quand on voit des initiatives comme les vôtres, ça donne envie de creuser. Dans ce que je ne connaissais pas, hein, donc ne croyez pas que ce soit téléphoné parce que je découvre le programme Meal Manager, mais il y a quelques notions qui m'ont paru très intéressantes. D'abord, vous avez mentionné que vous reposiez une partie de ce que vous faites sur la science, hein, donc vous n'avez pas sorti un truc d'un chapeau, mais vous vous intéressez aussi à la science, et je pense qu'en management, parfois, on oublie un peu ce côté des données probantes. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans ce que j'ai entendu, c'est la diversité des approches d'apprentissage, des approches pédagogiques, et avec cette idée de personnalisation derrière. Et puis, si je devais retenir un troisième truc auquel je suis extrêmement sensible et que je trouve merveilleux, c'est quand vous avez dit que le programme existe depuis 7 ans, parce que je pense que tous ces sujets-là ne peuvent se construire que dans la durée. Je voudrais juste conclure en disant que ce rôle de manager, et ça a été largement démontré aujourd'hui, il est extrêmement complexe. C'est un vrai métier que malheureusement en entreprise, on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas dans l'école d'ingénieur, on ne les apprend pas dans les écoles de commerce, on ne l'apprend pas à la fac. Contrairement dans le domaine militaire, par exemple, où on apprend, quand on est à Saint-Cyr, on apprend à manager. Et donc, au fur et à mesure, on en fait une véritable profession. Donc, si manager, c'est une profession, eh bien, il faut sans aucun doute l'accompagner. On dit souvent d'ailleurs que le management est plus une promotion qu'une compétence. Donc, c'est bien de le spécifier. Et surtout, c'est passionnant en fait d'aller sur ces sujets, hein, quand on s'intéresse à l'humain, hein, tout simplement. Donc, c'est absolument passionnant. Il nous reste 5 minutes pour les questions, donc non, c'était passionnant, donc je voulais pas vous interrompre. Donc, je vous propose de prendre une ou deux questions pour terminer cet échange, qui vont en inviter d'autres, parce que grâce à vous, vous m'avez donné plein d'idées de même talk, sur l'éthique et tout. Moi, je trouve que voilà, on va garder le fil de la philosophie. Donc, une question de Christian qui est super intéressante. Est-ce que l'autorité ou la responsabilité, ça se partage? Je ne sais pas qui. Donc, peut-être une co-autorité dans l'équipe. Hein, peut-être que ça amène ce genre de questionnement. Co-autorité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé? Je vais faire la réponse théorique. Je vais prendre la casquette du sociologue. La réponse est définitivement oui. Et non seulement elle peut se partager, mais je pense qu'elle doit se partager. Parce que si vous ne partagez pas l'autorité, c'est là que vous prenez le risque de tomber dans le totalitarisme ou dans la tyrannie. Hein, qu'est-ce qui différencie une autorité excessive d'une autorité légitime? C'est qu'il y en a une qui construit son autorité dans le rapport avec les autres. Elle gère aussi des règles externes. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Isabelle avec l'idée de l'équipe co-construit ses règles, mais il y a quand même quelqu'un qui est là pour s'assurer qu'on les respecte. Et ça, bien évidemment, je pense que c'est le schéma qui est ce bon équilibre. On commence par l'engagement, on commence par la confiance, on commence par la participation, mais on n'oublie pas qu'il y a derrière une forme d'exigence et que si de temps en temps, il faut faire appel à d'autres formes de management, on y va. Vous voulez ajouter quelque chose ou je passe à la... Alors, j'ai une question de Yvan, ou Iwan, désolée si je ne prononce pas très bien. Donc, merci pour ces échanges. Donc, je prends le feedback, hein, c'est marqué. J'aime bien de recevoir ce genre de feedback. Alors, comment sensibiliser les managers, intéressant, on l'a évoqué, les followers, là, à recevoir cette nouvelle forme de management? C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué et tu l'as vraiment souligné, hein, Stéphane. Donc, est-ce que pour finir cet échange, on peut aborder comment faire, peut-être théoriquement et peut-être des idées de votre côté? Effectivement, je peux vous en dire un mot. Ça reprend le sujet dont je parlais tout à l'heure de la conversation continue. C'est-à-dire que plus le lien de confiance est établi d'une part entre le manager et le manager, plus les choses sont ritualisées et cette conversation est bien continue, c'est-à-dire sans rupture et avec des échanges bilatéraux, et plus les choses sont transparentes et où l'autorité, quelle qu'elle soit, s'impose. Voilà, tout simplement parce que là, on peut appeler la notion de sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Je reconnais mon manager comme étant l'autorité managériale, encore une fois, quelle que soit sa forme, parce que c'est mon manager, j'ai l'habitude de fonctionner avec lui et il me connaît. Voilà, donc pour moi, cette notion-là est socle dans cette histoire. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose avec ta casquette de sociologue ou... Non, je suis complètement en phase avec Cédric. Moi, je parle de temps de qualité. Je pense qu'en leadership, il faut prendre du temps de qualité avec ses équipes, avec sa propre hiérarchie.
dans le rapport du manager, aussi prendre du temps avec son chef. Je pense qu'il y a aussi du temps de qualité à prendre avec soi-même. Sur l'histoire des discussions en continu, je plus sois, bien évidemment, parce que pour moi, il y a un principe de management derrière qui est que quiconque ne partage pas du feedback en continu devient co-responsable des erreurs des autres. Oui. On insiste beaucoup là-dessus. On a 3 valeurs socles dans le programme: confiance, cohérence et engagement collectif. Et donc, la cohérence, c'est aussi c'est ce qui facilite d'être assertif, c'est d'être authentique, sincère et de partager les difficultés qu'on peut avoir. Donc, on incite beaucoup les managers à dire les choses à leurs collaborateurs de façon non violente, posée, assertive. Et ça aide. Les collaborateurs sont des adultes. Faut pas l'oublier quand même. Voilà, on n'est pas à l'école. Voilà. Et donc ils se rendent très bien compte eux-mêmes de ce que ça apporte en fait d'avoir cette autre posture. Ça peut déstabiliser au départ les plus anciens qui n'ont jamais connu ce type de management, parce qu'on le dit, c'est relativement récent. Mais en fait, ils voient très bien ce que ça peut apporter, le bien que ça leur fait. Et on a des super trucs. On a des managers qui font des choses extraordinaires. Ils font des icebreakers dans leurs réunions, vous savez, des brise-glaces dans les rituels. J'ai vu des trucs, ça vous hérisse le poil de très belle cohésion où, quel que soit l'âge, quelles que soient les personnes, tout le monde joue le jeu. C'est un moment sympa. Donc, ça marche très bien, en fait. Voilà, allez-y. Faites-vous confiance. Je peux vous dire, de la fin. Il y en a des choses extraordinaires. Ça bouge vraiment. Et ça a un impact sur la performance. Et la qualité de vie au travail. Merci pour ces derniers mots optimistes, du coup. Je voulais encore vous remercier tous les 3 d'avoir été avec nous Isabelle dans les locaux de CDI Média et puis vous en duplex. C'était, en tout cas, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'espère que vous qui nous avez suivis, ça vous a apporté quelque chose, que vous repartez avec quelque chose. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain MM Talk. Merci et très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci.